Il faut savoir que les métiers de la démolition sont des métiers très anciens. Il n'en demeure pas moins que sur la région parisienne, la démolition va prendre une ampleur toute particulière avec les chantiers Haussmann. Et quelques confrères commencent déjà à réfléchir comment s'organiser pour faire reconnaître les qualités, le savoir-faire de la profession. On ne va pas refaire toute l'histoire de France. Et les chantiers Haussmann ne vont reprendre qu'en 1875. Une quarantaine d'entrepreneurs décident de se regrouper au sein d'une chambre qui s'appellera Chambre des entrepreneurs de démolition, et ça en 1880. À la fin du XIXe siècle, les entreprises de déconstruction ont contribué au nouveau paysage urbain de Paris. La Chambre va évoluer parce que le métier va évoluer aussi. À partir des années 70-80, un certain nombre de régions commencent à avoir des entrepreneurs qui se regroupent auprès de fédérations, auprès d'associations, auprès d'une certaine forme de reconnaissance du métier. Et à partir de 1988 ou 89, il y a une volonté d'essayer de fédérer l'ensemble de ces entrepreneurs autour d'une même table pour avoir une représentation nationale. Et c'est à partir de ce moment-là que le syndicat va devenir syndicat national des entreprises de démolition, le SNED. Au cours des années, des activités nouvelles prennent naissance. Plus particulièrement, deux activités, à savoir le désamiantage et le sciage-carottage. C'est donc à partir de 2009 que le SNED décide de créer deux départements dédiés à cette activité. Quand je suis arrivé dans la démolition en 1978, c'est pas un métier empirique. Je dirais qu'il y avait plus de spécialistes. C'était plus des entreprises très spécifiques qui faisaient déjà ce métier-là depuis très longtemps, avec des méthodes qui étaient très différentes des méthodes d'aujourd'hui, mais des méthodes techniques contrôlées, avec évidemment des sujets comme des grues équipées en boule. L'évolution du matériel, je dis bien l'évolution du matériel, a projeté le métier vers le vrai futur. C'est-à-dire que c'est vraiment le matériel qui a évolué dans notre métier. C'est-à-dire les pelles grands bras, les outils, la typologie des bâtiments à démolir qui a changé, puisqu'on avait jusque-là des bâtiments massifs qui n'étaient pas calculés et optimisés en ingénierie comme les bâtiments modernes. Et donc il a fallu s'adapter à ces bâtiments modernes où vous supprimez un poteau et vous aviez tout le bâtiment sur la gueule, quoi. Donc, ce qui n'était pas le cas sur des bâtiments massifs. Jusqu'en 1996, on démolissait un bâtiment en vrac. À partir de 1996, il fallait d'abord identifier les matériaux qui contenaient de l'amiante. Et surtout, on a dû accompagner toute l'évolution de la réglementation, parce qu'entre la réglementation de 1996 et la réglementation aujourd'hui, on a eu toute une évolution du traitement de l'amiante. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de démolition avec une certaine technicité si on n'a pas un bureau d'études et si on n'a pas une équipe d'ingénieurs importante. Le sujet poussière est aussi, je dirais, pour nous comme pour nos donneurs d'ordre, un sujet prioritaire. C'est-à-dire on prend toutes les dispositions pour faire en sorte qu'il y ait le moins de poussière possible. Mais le sciage-carottage fait partie intégrante du métier, puisque le sciage-carottage va surtout empêcher des vibrations qui peuvent avoir des impacts sur la structure du bâtiment, va permettre souvent, quand on a oublié de faire des réservations pour des passages de câbles électriques, d'aller justement, sans attaquer la structure du bâti, faire un trou pour pouvoir justement pallier à cet oubli. Les déchets issus de la construction ont toujours été recyclés depuis que la construction existe. Au départ, les recyclages, c'était surtout les métaux qui avaient une grosse valeur, et puis également les inertes, pour faire des plateformes à proximité, réutilisées dans les TP, et puis également les matériaux de construction qui servaient à faire d'autres constructions. Les raisons de la création du SRBTP, ça a été
une pression forte dans les années 2000 à peu près sur les volontés de recyclage, les volontés de limiter les productions de déchets. Donc on a réfléchi à un petit groupe au sein principalement de la Fédération française du bâtiment et on a créé le SRBTP en 2009 de façon à bien organiser les filières de recyclage et travailler sur ces filières de recyclage matière des produits du second œuvre qui étaient en manque de débouchés. La plus belle réalisation a été la mise en place de la filière plâtre. Donc aujourd'hui, on recycle le plâtre, on sait recycler le plâtre, et ça, c'est vraiment sous l'impulsion du SRBTP que ça s'est fait, le recyclage du plâtre. Également, on travaille sur les recyclages des laines minérales, laine de roche, laine de verre, recyclage des plastiques, et un certain nombre de produits comme ça. Avec la promulgation de la loi de transition énergétique en 2015, la problématique déchets a crû, puisque si, bien sûr, les démolisseurs ont toujours été confrontés à cette question du déchet, depuis cette loi, l'obligation était également non seulement de bien baliser les chemins du déchet pour les mettre dans les bonnes filières, mais également de commencer à envisager de façon réglementaire, donc sous contrainte, un recyclage ou une revalorisation. On a déjà un gros défi qui est au-dessus de nous, pour ne pas dire une épée de Damoclès, c'est-à-dire que la loi de transition énergétique prévoit que 70% des déchets du bâtiment soient recyclés, fassent l'objet d'un recyclage. Donc aujourd'hui, notre défi est de travailler sur un certain nombre de filières qui aujourd'hui voient leurs déchets non recyclés pour aller de plus en plus sur un recyclage produit par produit. Donc il y a un accompagnement avec les entreprises de déconstruction qui consiste à faire au moment de la déconstruction un tri séparé des matériaux. Et après, ça permet aux recycleurs d'avoir des flux homogènes de matière et de travailler sur les filières de recyclage. Donc, en particulier, le plâtre, j'ai déjà parlé, des choses telles que les moquettes, les produits verriers, également de renforcer les filières de recyclage existantes, telles que par exemple le bois et les inertes, pour pouvoir atteindre, voire même dépasser à terme, ces 70%. Depuis l'origine du SRBTP, le SNED et le SRBTP ont collaboré très étroitement. Donc il y a de ce point de vue-là, il y avait une prise de conscience qui était évidente, à savoir que nous sommes complémentaires et nous ne pouvons pas exister l'un sans l'autre. Donc le mieux était de travailler ensemble, ce que nous avons fait. Nous avons souhaité aller plus loin et c'est pour ça que nous avons décidé de fusionner nos deux structures en vue de mutualiser nos moyens, faire un lobbying de façon plus puissante, plus présente, plus cohérente, dans l'intérêt de l'ensemble de la filière. Il vaut mieux qu'on s'entende ensemble sur des intérêts communs, plutôt qu'on laisse quelqu'un d'autre arbitrer. Mais je pense que si on travaille en commun, enfin, ce que l'on fait déjà très couramment, sur les méthodologies, les façons de faire, on arrivera à optimiser les matières qui vont rentrer sur nos centres de tri, qui vont nous faciliter le travail, donc qui globalement vont baisser les coûts, qui globalement vont donc baisser les coûts également pour le démolisseur, et qui globalement vont baisser les coûts de la construction. Et je pense que c'est qu'en faisant comme ça qu'on arrivera à rentrer dans la feuille de route de l'économie circulaire.